tous, bienvenue dans ce 13h de la télévision nationale, les titres de l'édition. Suite de la tournée de prise de contact du ministre de l'Énergie dans ce service déconcentré, Namouri Kamara était dans la préfecture du Béta. Là-bas, il s'est rendu sur le site des différentes centrales hydroélectriques. Depuis octobre 12, se poursuit avec le cancer du corps de l'utérus qui occupe le premier rang des cancers féminins. Selon les statistiques, près de 1000 nouveaux cas sont enregistrés par an. Nous sommes à la rencontre d'une des victimes en détresse. Enfin, ce geste humanitaire de Fanta Conté, les secrétaires parlementaires et apporte son soutien aux enfants des 11 quartiers de Kalouma avec à main des kits scolaires. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans le titre, suite de la tournée de prise de contact du ministre de l'Énergie dans les services déconcentrés de son département, Namouri Kamara était dans la préfecture de Dubeka. Sur place, il s'est rendu sur le site des centrales hydroélectriques d'Amaria en construction, mais aussi Kaleta et Swapiti déjà opérationnels. Le point avec Nabi Kamara. Le ministre de l'Énergie était mercredi sur les plus grands sites de production énergétique de notre pays. D'abord à Maria, où des privés sont en train de réaliser un projet phare de 300 MW d'ici fin 2027. Le premier BOT de ce genre en termes de barrages hydroélectriques en Guinée, voire dans la sous-région ouest-africaine. Actuellement à Maria, on a commencé les travaux auxiliaires à date sont à 100% réalisés. J'appelle travaux auxiliaires, c'est les centrales à béton, centrales de concassage, les laboratoires, les ateliers de mécanique, tout ça aujourd'hui c'est à 100%. Après Amaria, Namouri Kamara est venu à Kaleta et Swapiti, deux centrales hydroélectriques respectivement de 240 et 450 MW fonctionnelles depuis bientôt 10 ans et qui se portent bien. Swapiti aujourd'hui représente, avec Kaleta, le couple représente près de 70% de la production énergétique dans le réseau interconnecté. Il a été constaté que les équipements sont en bonne marche, la production est optimale, tout se passe très bien. La saison sèche est bien préparée à notre niveau. Nous avons fait un plan de production pour 2026 et ça va nous permettre avec Swapiti de couvrir effectivement les besoins de l'étiage, c'est-à-dire de janvier jusqu'au mois de juin. Pour le ministre de l'Énergie, donc, il était important de venir échanger avec les partenaires des sociétés qui les gèrent et exploitent avant de les encourager à entretenir ces bijoux précieux pour les Guinéens. Une journée très bien remplie qui nous a permis de voir un peu de visu ces centrales hydro qui sont extrêmement importantes dans la production énergétique de notre pays. Moi, en tant que ministre de l'Énergie aussi, de faire un suivi très rapproché des installations, de ce qui se passe ici et d'encourager surtout l'équipe qui est sur place, qui fait un travail extraordinaire. Cela m'a permis aussi de voir, d'échanger avec les riverains, les locaux. Et je leur ai dit, tout le remerciement et encouragement aussi du chef de l'État, parce que c'est important pour la durabilité, la survie de nos productions, de nos installations ici. Prochainement, le ministre de l'Énergie visitera les centrales hydroélectriques de Donké à Bané, à Grande Chite et Garafiri dans la préfecture de Kindia. Et puis installation de nouveaux équipements de manutention portuaire pour plus de fluidité dans les opérations de déchargement des navires au port autonome de Conakry. C'est le fruit d'un partenariat public-privé. Ces efforts de réorganisation sont inscrits dans un programme de modernisation et d'extension du terminal à conteneurs à ligne de mire à améliorer la compétitivité et lutter contre les surestaries. Abouakar Diaby. Le vaste chantier de modernisation du port de Conakry se poursuit en tenant compte des exigences internationales dans le domaine portuaire. De nouvelles machines de dernière génération sont en mouvement sur le terminal à conteneurs pour faciliter la manutention et rendre fluides les opérations sous l'égide d'Africa Global Logistique. La particularité de cette grille, c'est qu'elle est à la pointe de la technologie. En termes de capacité de levage, elle peut lever jusqu'à 125 tonnes sur un rayon de 21 mètres, contrairement à l'ancienne qui est là, qui était limitée à 100 tonnes. Donc nous pouvons manutentionner des conteneurs, des colis, jusqu'à une capacité de 125 tonnes. Nous avons mis assez de moyens en place pour pouvoir protéger les travailleurs, à savoir, premier moyen, la formation d'abord. Le deuxième moyen, c'est d'abord la santé. Nous avons mis une infirmière en place.
Troisième moyen, c'est les équipements. Vous avez vu un exemple d'équipement que nous avons acheté. Et maintenant, quatrième moyen, ça c'est la sensibilisation à travers les 14 règles d'or. Avec l'arrivée de cette nouvelle grue Goldward, le parc d'équipement de Conakry Terminal se renforce davantage pour mieux respecter les délais de livraison. L'arrivée de la nouvelle grue Goldward nous permet d'accélérer nos opérations sur le quai 10. Et donc, au niveau des performances, on aura une meilleure cadence, ce qui nous permet de réduire le temps des opérations et donc de donner plus rapidement les marchandises à nos clients. Donc, un gain en termes de productivité et en termes de temps pour le terminal et pour les clients. En renforçant ses capacités opérationnelles, AGL crée de nouvelles opportunités de formation et de recrutement pour les jeunes techniciens et opérateurs guinéens. Cet investissement illustre la volonté du groupe de contribuer au développement des compétences locales et à la promotion de l'emploi durable en Guinée. En plus de ce matériel pointe, d'autres engins sont déjà opérationnels pour plus de compétitivité, pour la protection des travailleurs et la préservation de l'environnement. C'est une bonne nouvelle pour le supérieur en Guinée, un des projets phares du gouvernement guinéen pour moderniser le système universitaire. Il s'agit de la construction de 4 universités régionales de standing international. Les travaux sont lancés. Déjà, une délégation conduite par le ministre de l'Enseignement supérieur Alpha Bakarbari sur les différents chantiers pour apprécier l'évolution des infrastructures. Mounir Bari. Sur le terrain, le ministre de l'Enseignement supérieur et son cabinet, accompagnés des partenaires chinois et des entreprises contractantes, visitent les sites en construction. L'objectif, s'enquérir de la qualité des ouvrages et du respect du calendrier d'exécution. Partout, les travaux avancent de manière satisfaisante, laissant entrevoir des infrastructures modernes conformes aux standards internationaux. Ici, le projet concerne la construction de 4 bâtiments pédagogiques, d'un centre commercial, d'un centre administratif, d'une cantine, et puis la création de routes à l'intérieur de l'université, de places de parking et des aménagements paysagers. Prévu pour être livré en 2027, chaque université offrira des espaces d'apprentissage adaptés, dotés de toutes les commodités nécessaires, avec une capacité d'accueil totale de 25 000 étudiants. Ce vaste chantier vise à désengorger les universités existantes et à offrir de meilleures conditions d'études et de recherche aux jeunes Guinéens. Le ministre invite d'ailleurs les entreprises à accélérer la cadence pour tenir les délais. La phase pilote du projet est déjà en cours à l'Université Générale Lansana Conté de Sofonia. À travers cette initiative présidentielle, le gouvernement réaffirme son engagement à révolutionner l'enseignement supérieur par des infrastructures modernes et un encadrement de qualité. Soutenu par la République populaire de Chine, ce programme illustre la volonté de la Guinée de former un capital humain compétitif prêt à répondre aux défis du développement. En province, à l'Abbé, la campagne de vulgarisation de la politique et de la loi sur le volontariat est lancée. Il s'agit de mobiliser, sensibiliser et impliquer chaque citoyen dans le développement de la Guinée. Les images de Sarah Diallo sont commentées par Nabila et Moussa Kamara. La vulgarisation de la politique et de la loi sur le volontariat en Guinée vise à donner plus de visibilité aux actions menées sur le terrain, mais aussi à fédérer les initiatives des différentes structures de volontariat à travers le pays. Pour réussir ce pari, l'appropriation de ces 2 textes par tous les acteurs est essentielle. La loi sur le volontariat que nous vulgarisons aujourd'hui vient encadrer, valoriser cet engagement patriotique volontaire. Elle reconnaît officiellement le statut du volontaire, définit ses droits et devoirs et garantit une meilleure protection dans l'exercice de ses missions. Je voudrais exhorter les jeunes à s'approprier cette politique et cette loi, à en faire des outils pour leur épanouissement personnel et pour le développement
de notre région administrative. Porté par le ministère de la Jeunesse à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, cette politique stratégique permet à chaque citoyen de devenir un acteur du changement au service de sa communauté. Le ministère de la Jeunesse, à travers l'Agence nationale du volontariat jeunesse, reste déterminé à renforcer sa présence dans les régions. C'est pour cette raison que l'Agence nationale du volontariat jeunesse travaille en collaboration avec le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation pour le recrutement de plus de 4000 enseignants volontaires et 1500 volontaires agents de santé. Le lancement de la campagne de vulgarisation à la baie a été marqué par la remise officielle des textes de la politique et de la loi sur le volontariat aux différentes couches socio-professionnelles pour une meilleure appropriation sur le terrain. Après sa tournée dans les communes, le ministre de l'Hydraulique et des Hydrocarbures a engagé une nouvelle phase dans son plan d'assainissement. À ce jour, Abakar Kamara a rencontré les principaux partenaires techniques et financiers du secteur. Objectif à accélérer la mise en œuvre des projets structurants pour la salubrité publique. Mariam Kamara, Mohamed Koya Kamara. Les concertations se poursuivent au ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures. Après son immersion dans les communes, le ministre a échangé avec les représentants de l'Union européenne, d'Enabel et de la Banque islamique de développement. Au cœur des discussions, l'état d'avancement des projets en cours et la recherche de solutions concrètes pour relever les défis de l'assainissement. Veillons tous ensemble, aux côtés de la Guinée, à ce que les projets importants qui sont engagés en matière d'assainissement depuis 2017 puissent aboutir et se traduire par un mieux pour les habitants de la Guinée. Véritablement une nouvelle ère qui s'annonce au niveau de la gestion des déchets et de l'assainissement. On a enfin l'assainissement qui est sous une seule tutelle. La partition des tutelles, des différentes composantes de l'assainissement, assainissement solide, liquide et aussi autres éléments d'assainissement, ne permettait pas d'avoir une efficacité et véritablement les investissements consentis au sein de Sanita 1, au sein encore en cours de Sanita 2 et au sein futur de Sanita 3 n'auraient pas pu être mieux accompagnés maintenant que par une tutelle qui est véritablement sur un seul cadre et sur un seul ministère. Le ministre a salué les efforts des partenaires au développement et a réaffirmé l'engagement total de son département à œuvrer pour l'effectivité de la salubrité publique. Il était question de discuter avec les partenaires. D'abord, les remercier par rapport à leur engagement et tout le travail abattu au courant de ces dernières années, mais les rassurer de la détermination du gouvernement à davantage prendre en compte tous les aspects liés aux questions d'assainissement pour que nous puissions avoir des villes très propres. Cette rencontre a permis d'établir un état des lieux complet. Plusieurs projets prioritaires devraient connaître une accélération dans les prochains jours. Des projets tels que la réhabilitation et la modernisation de la décharge de la minière, la valorisation de la future décharge sur le site de Baritodé, la construction des stations de traitement des boues de vidange et l'extinction des projets d'assainissement aux villes de l'intérieur du pays. Espace Santé Octobre Rose se poursuit avec le cancer du col de l'utérus qui occupe le premier rang des cancers féminins. Selon les statistiques, près de 1000 nouveaux cas sont enregistrés par an. Vous allez le voir à Koya, une des victimes est dans la détresse. Elle vit avec la maladie depuis maintenant 1 an. En situation de vulnérabilité, le club des femmes leaders de la santé l'a rencontré pour un plaidoyer afin d'obtenir un soutien financier. Explication Hadia Toubari. Du haut de ses 70 ans, elle fait face au cancer du col de l'utérus. Par peur de la stigmatisation de la société, cette patiente nous raconte son histoire à visage non découvert. Mère de 9 enfants, la maladie a fait son apparition chez elle par des saignements abondants, un des symptômes de la maladie qu'elle ignorait. Après, j'ai été surprise par cette maladie. J'ai eu des saignements qui m'ont envoyé à l'hôpital. Après plusieurs examens, le médecin m'a dit que je souffre de cette maladie. Mais je n'ai pas l'argent pour aller à Dakar. À Koya où elle vit,
La septagénaire est directement conduite au centre médical Bernard Kouchner. Les premiers soins ont permis d'arrêter le saignement et d'améliorer son état de santé. Et cette patiente a bénéficié non seulement de la biopsie. Après la biopsie, le résultat a confirmé le diagnostic de carcinome épidermoïde. Donc, et la stratégie de traitement a été élaborée, mais malheureusement, elle n'a pas eu de soutien. Elle n'a pas eu de soutien. Donc, vous voyez, la maladie a progressé. Maintenant, à ce stade-là, il faut impérativement lui faire une radiothérapie. La radiothérapie, elle est efficace 6 semaines après la chirurgie. Malheureusement, on n'a pas de radiothérapie. Dépistée depuis une année par faute de moyens financiers, cette mère de famille peine à entamer la chimiothérapie devant rompre la progression des cellules cancéreuses. D'où ce plaidoyer du club des femmes leaders de la santé. On s'est dit que c'était important de faire un plaidoyer auprès du gouvernement car elle est à un stade où elle peut être sauvée. Donc, raison pour laquelle notre ONG, le Club des femmes leaders de la santé, qui aujourd'hui fait de cette lutte un combat de tous les jours. Au cours de ce mois dédié à la cause de la lutte contre les cancers féminins, le Club des femmes leaders de la santé se veut plus engagé. Ces femmes leaders comptent sur leur plaidoyer pour sauver la vie de cette septagénaire qui se bat depuis plus d'1 an contre le cancer, un mal pernicieux. Et vous le savez, déjà chaque année, des milliers de femmes sont touchées par le cancer du sein et celui du col de l'utérus. Pourtant, un dépistage précoce peut souvent faire la différence. C'est dans cet esprit que la Direction générale de la RTG, en partenariat avec l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, a organisé une journée de dépistage et de sensibilisation pour les travailleuses de la RTG. Makeme Donzo pour en savoir davantage. Le dépistage précoce du cancer du sein et du col de l'utérus est l'un des moyens les plus efficaces pour lutter contre ces maladies qui touchent des milliers de femmes chaque année. Consciente de cette réalité, la Direction générale de la RTG, en collaboration avec l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, consacre une journée entière aux travailleuses de la RTG pour leur permettre de se faire dépister gratuitement, mais aussi pour les sensibiliser. Nous sommes tellement concentrés à faire nos reportages, à réaliser nos émissions, à monter nos papiers ou à aller filmer les événements que parfois on oublie notre santé. Et aujourd'hui, nous avons constaté que le col de l'utérus et les seins sont très affectés par le cancer. Nous avons eu un partenariat avec la Commission de lutte contre le cancer pour permettre aux travailleuses de la RTG pour voir quel est leur statut par rapport à ces deux maladies. Mieux vaut amener ta maladie à l'hôpital que ta maladie ne t'amène à l'hôpital. Un moment de soulagement pour ces femmes qui ont parfois peu d'occasion de consulter un médecin en raison de leurs multiples responsabilités professionnelles et familiales. C'est ma première fois de faire ça. Sauf même l'année passée, je voulais faire. Mais vraiment, il y a beaucoup de choses qui m'ont empêché de le faire. Pour moi, là, c'est vraiment significatif. Parce que moi, proprement, dans ma famille, il y a 2 cas de cancer de sein. Donc, j'étais là. Depuis le début du mois, je voulais faire. Je cherchais comment il faut le faire. Vraiment, c'est une joie pour moi. Pour l'Association guinéenne de lutte contre le cancer, ces campagnes de proximité sont essentielles. Elles comptent sur la collaboration des médias pour relayer le message de prévention et encourager un plus grand nombre de femmes à se faire dépister régulièrement. On est venu à la RTG, non seulement pour donner la situation actuelle des cancers en Guinée, de ces 2 cancers, pour vraiment attirer l'attention de nos femmes afin de les mobiliser sur les sites de dépistage. Nous voudrons les appeler et les exhorter à rallier ces différents sites de dépistage. Cette journée de dépistage organisée à la RTG rappelle l'importance de la prévention dans la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus. À travers cette initiative, l'Association guinéenne de lutte contre le cancer et la RTG unissent leurs efforts pour protéger la santé des femmes et encourager un changement de comportement durable. Au sein de la Grande Muette, le projet Éco-VIH est officiellement lancé.
Au centre de traitement des maladies transmissibles du camp Alfaya Diallo, l'idée d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et renforcer les capacités des hôpitaux militaires pour une réponse efficace et rapide face à l'épidémie. Adjida Abdul Kader Kamara, il est correspondant de la presse militaire. C'est une rencontre d'échange sur la gestion des maladies infectieuses et sexuellement transmissibles. Elle se tient ici, au centre de traitement épidémiologique du camp Alfaya Diallo. L'enjeu majeur de cette journée est clair. Le dépistage et la prise en charge des maladies infectieuses, en particulier le VIH-Sida, au sein des forces armées guinéennes. Il s'agit du lancement du projet ECO-VIH. Le modèle ECO représente plus qu'un simple outil technologique. Il est une révolution dans l'accès au savoir, une approche qui met en valeur l'intelligence collective, la solidarité professionnelle et l'apprentissage en réseau. Grâce à ce dispositif, nos prestataires de santé militaire, même les plus éloignés, auront désormais accès à une expertise de haut niveau, à des formations continues et à un accompagnement technique rapproché. Le projet ECO-VIH-Sida est un programme essentiel soutenu par le département américain. Il vient répondre à un besoin urgent, celui de renforcer les capacités du personnel spécialisé dans le domaine de la lutte contre le VIH au sein des entités militaires, mais aussi auprès des populations. Aujourd'hui, nous avons la chance et nous avons un programme VIH couplé aux hépatites. Toutes ces maladies sont prises en charge. Le traitement est gratuit. Donc ça, c'est l'actif des autorités, le ministère de la Santé. Le projet ECO-VIH marque l'entrée des forces de défense guinéennes dans une nouvelle ère de modernisation des pratiques médicales liées à cette pandémie. Je remercie les autorités militaires américaines pour l'initiative et leur soutien constant qui traduit la qualité de la coopération entre les institutions de défense de nos deux pays. J'associe à ces remerciements le ministère de la Santé pour son appui régulier au développement des stratégies et programmes de la Direction générale des services de santé des armées. Ce projet novateur vise à freiner la propagation des maladies infectieuses, garantissant ainsi une prise en charge efficace de certaines pathologies transmissibles au sein de notre population. Dans le reste de l'actualité, à Kankan, l'ONG Agir pour la santé maternelle et enfantine accompagne l'éducation à la base en offrant des kits scolaires aux enfants des ménages précaires. Ce dispositif prévu pour la rentrée scolaire 2025-2026 permet aux tout petits d'acquérir les matériels indispensables pour leur scolarité. RTG Kankan, Diamokaba, Toumani Sira Diallo. Aucun enfant ne va abandonner l'école dans la savane guinéenne. Depuis 2 ans, le slogan fait du chemin. Dans le district de Djankana, commune rurale de Karifa Mouria dans Kankan, du matériel essentiel pour le maintien des enfants à l'école, désormais disponible pour appuyer les parents d'élèves. Un appui de l'ONG Agir pour la santé maternelle et infantile pour un suivi de l'excellence scolaire. C'est pour une cause qui est humanitaire et c'est une très bonne raison pour nous de nous déplacer et d'assister. Il s'agissait de faire la remise des kits scolaires pour des enfants, des élèves qui sont vulnérables. Et là, c'est un acte qui a été posé, initié par l'ONG Assami. Pour cette 2e édition, les zones rurales sont privilégiées pour permettre aux cibles de s'épanouir et d'atteindre leur véritable potentiel. Tout est mis au point pour remobiliser les parents afin de réduire les disparités éducatives. Il ne s'agit pas de doter les enfants, mais il s'agit de les surveiller, de les contrôler, parce qu'il est très important parfois, surtout nos mamans qui sont dans les villages, il y a trop de complications et tous les choses qui sont très compliquées. D'autres ne connaissent même pas la classe de leurs enfants, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les sensibiliser, il faut les balanger, parce que quand tu donnes les fournitures scolaires aux enfants, il ne s'agit pas de les abandonner. Et certainement, nous allons revenir encore, voir encore les vraies réalités. Cette 5e sortie traduit l'engagement constant de la plateforme en faveur de l'éducation à la base. Le programme se poursuit pour contribuer à l'augmentation du taux de scolarisation des tout-petits, notamment ceux à mobilité réduite et les jeunes filles.
Enfin, Fanta Conté, secrétaire parlementaire au Conseil national de la transition, apporte son soutien aux enfants des 11 quartiers de la commune de Kaloum avec des kits scolaires, ce dans le cadre du soutien à la politique nationale d'alphabétisation. Abdoulaye Ningelande Diallo pour les détails. C'est un geste humanitaire qui vise à soutenir les familles, mais aussi à encourager la scolarisation des enfants. Une action qui intervient dans un contexte où les charges de la rentrée scolaire pèsent sur de nombreux parents d'élèves. Ce geste, c'est une façon pour moi de rendre ce que Kaloum m'a donné, mais c'est aussi de donner le sourire à toutes ces familles qui sont dans le besoin à la veille donc de l'ouverture des classes. Donc c'est ma façon vraiment de contribuer à l'éducation des enfants de Kaloum parce que pour moi c'est important. Ici, dans les locaux de la mairie de la commune de Kaloum, les bénéficiaires et les responsables locaux saluent ce geste social qui, pour eux, vient renforcer les efforts en faveur de l'éducation des bases et l'égalité des chances. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné, n'est-ce pas, de ce geste hautement humanitaire de la part, justement, de l'honorable Fanta Conté. Elle prouve encore, n'est-ce pas, l'amour qu'elle a pour sa commune natale. Vraiment, je remercie beaucoup la dame qui a du CNT. Donc, nous sommes très, très ravis. Vraiment, avec le temps et la conjoncture, nous sommes contents d'avoir cela. Ces kits sont composés notamment des cahiers, stylos et autres fournitures de base. Le geste démontre aussi l'attachement et l'engagement de la donatrice envers les populations de Kaloum, contribuant ainsi à renforcer les efforts de l'État en faveur de la scolarisation des enfants en Guinée. C'était tout pour ce trésor. Les infos reviennent à 17h et à 19h dans Guinée Actu. L'actualité se poursuit également sur le www.rtgguinée.info. Excellente journée le vendredi saint. À toutes et à tous. À tout à l'heure. Inch'Allah.